la société civile malienne en question avec le professeur Issa Ndiaye, universitaire de la société civile, auteur de, entre autres, Silence, on démocratise. Professeur Ndiaye, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Notre second invité est le docteur Suleiman Astou Ndiaye, docteur S sciences en économie, maître de conférence à l'université Alioune Diop du Sénégal. Docteur Ndiaye, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Dissa, je vous remercie pour l'invitation. Merci surtout à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci beaucoup. Et enfin, nous sommes avec M. Chekne Kamara, président de la plateforme citoyenne Les Bâtisseurs. M. Kamara, bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Dissa. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, je vous informe que ce soir, nous avons une association invitée, les Foulards Rouges, avec leur président, M. Djibril Diallo. Diallo, bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Professeur Ndiaye, qu'est-ce que nous devons entendre par société civile et quelles sont ses composantes? Bon, moi j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. J'ai écrit, fait des conférences et fait des publications. C'est un concept assez fourre-tout, surtout dans le cadre du Mali. Mais quand même, il y a des grandes lignes qui permettent un peu de cadrer le sujet, surtout par les temps qui courent. Quand on parle de société civile, on la définit essentiellement comme un contre-pouvoir. Les termes ont leur importance. Je dis un contre-pouvoir, quelque chose donc qui est censé faire équilibre avec le pouvoir, mais qui n'est pas contre le pouvoir. Quand on dit un contre-pouvoir, ce n'est pas contre le pouvoir, mais ça veut dire aussi que ce n'est pas le pouvoir. Je pense que cette frontière-là est très importante. La société civile, par définition, n'a pas vocation à exercer le pouvoir. Donc, il faut que, pour qu'elle soit société civile, qu'elle reste société civile, il faut qu'elle soit à l'écart du pouvoir politique. Or, malheureusement, ce n'est pas ce que nous constatons en Afrique. Et chaque fois qu'elle franchit cette frontière et qu'elle se hasarde sur le terrain donc, du pouvoir et de la politique, elle se brûle les ailes. L'exemple le plus frappant a été celui du Congo et RDC, ancien Congo-Zaïre, où d'abord, dans la phase de transition, les prêtres en quelque sorte, le clergé en quelque sorte catholique a exercé la présidence de la transition. On a vu aussi la même chose au Bénin, mais ça s'est mal passé finalement au Congo, même aux dernières élections, où finalement le clergé y a laissé beaucoup de plumes. Ça veut dire qu'une société civile doit faire très attention pour ne pas se hasarder sur le terrain politique. Deuxièmement, dans le cadre malien, comment peut-on circonscrire la notion de société civile? Parce que c'est devenu un concept fourre-tout où on y met un peu tout le monde. Tout ce qui n'est pas État, tout ce qui n'est pas parti politique, est-ce que c'est société civile? Donc c'est une question qui se pose. La société civile, une seconde ligne de définition, donc se préoccupe de l'intérêt général de la collectivité. Donc, ceci veut dire que, par exemple, les organisations socio-professionnelles telles que les syndicats, on peut dire qu'elles ne font pas partie de la société civile. Parce que les syndicats défendent des intérêts catégoriels. Or, la société civile est censée défendre des intérêts généraux de l'ensemble des citoyens. Donc, ça veut dire que de plus en plus, nous devrions affiner notre définition de la société civile pour voir quelles sont les catégories sociales qui entrent dans ces champs. Il en est de même des professions libérales, qu'on a tendance dans d'autres pays à confondre avec la société civile. Est-ce que, par exemple, un avocat, du fait qu'il exerce une profession civile, et une profession donc d'avocat, est forcément donc société civile? Il y a surtout ici aujourd'hui la question des religieux. Parce qu'on a tendance aussi à mettre les religieux, les chefferies traditionnelles dans la société civile.
d'office, moi j'écarte les chefferies traditionnelles parce qu'elles ont vocation à participer à l'exercice du pouvoir. Donc en tant que telles, les chefferies traditionnelles ne peuvent pas entrer dans le champ de la société civile. Maintenant, en ce qui concerne les religieux, ça pose un problème. Tant que les religieux ne s'aventurent pas dans l'espace politique, on peut dire qu'ils sont société civile. Mais à partir du moment, comme on l'a vu, en tout cas dans le cas malien, les poussées de la société religieuse donc sur le plan du politique, ça pose beaucoup de problèmes. À tel point aujourd'hui qu'on se pose la question de savoir est-ce qu'il ne faut pas tracer une frontière nette en ce qui concerne la définition de la société civile entre la sphère du politique et la sphère de la société civile, et d'exclure d'emblée tout rôle sur le champ politique à la société civile. Je pense que c'est la question d'actualité qui se pose aujourd'hui en ce qui concerne les réalités que nous traversons au Mali aujourd'hui. Mais finalement, professeur, quelles sont alors ces organisations qui restent dans le contexte malien et qu'on peut mettre dans la coupole société civile finalement? Je pense qu'il faut surtout chercher dans le milieu associatif. Mais là aussi, il faut voir les centres d'intérêt. Parce que le champ associatif aussi a explosé. Je vois par exemple, si je cite un cas, des jeunes qui créent des associations pour soutenir l'action de tel homme politique. Est-ce qu'à partir de ce moment, une telle association, peut-on la définir comme société civile? Je dis non. Moi, je trace une frontière nette en disant chaque fois qu'une section, un élément de la société civile prend position sur le plan politique, en ce moment, cette association sort du champ de la société civile en se politisant. Donc la société civile, justement, peut discuter des problèmes politiques, parler des conflits politiques, mais en aucun cas elle n'est habilitée à être partisane en quelque sorte. Donc c'est ça la limite qu'il faut tracer. Mais toujours est-il que, professeur, la société civile, vous-même vous l'avez dit, alors est toute organisation qui se bat pour l'intérêt général. Alors imaginons une association qui estime que vous, par exemple, si vous êtes un homme politique, imaginez une association qui estime que vous avez un bon programme, que vous êtes un homme intègre, que vous pourrez vraiment nous amener au bonheur. Alors, pour cette intention, si cette association mobilise les gens pour voter pour vous, est-ce que même là, elle sort de la société civile selon vous? Non, elle peut le faire, mais en ce moment-là, elle le fait à travers... Donc, elle devient électrice dans ce cas-là. Électrice pour soutenir un projet de tel ou tel candidat. Mais elle-même ne peut pas s'aventurer donc sur le plan politique et y durer. Si elle prend position sur le plan politique et y dure, donc à ce moment-là, elle risque donc de se brûler les ailes. C'est ce qui est arrivé à la plupart donc, des associations de la société civile dans notre société. À tel point aujourd'hui qu'on peut dire que la majorité a sa société civile, l'opposition a sa société civile. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut les qualifier toujours de société civile? Je ne pense pas. La société civile a une obligation de neutralité donc, par rapport au champ politique. D'accord, merci professeur Ndiaye. Docteur Diagne, quelle est votre conception de la société civile, définition et composante? Alors, professeur l'a dit, la société civile, c'est une large panoplie d'organisations, surtout non gouvernementales, et également essentiellement à but non lucratif, dont l'objectif est de défendre des valeurs essentielles pour l'évolution d'une société d'une manière générale. Donc ce sont différents types d'organisations qui ont pour objectif essentiel de conserver également des valeurs d'une société donnée. Alors, le concept de neutralité que le professeur a développé est extrêmement difficile à conserver dans une logique d'une société civile indépendante. Parce qu'en réalité, il a dit que la société civile n'a pas vocation à exercer le pouvoir. Ça, c'est une réalité, c'est vrai. Mais également, la société civile est un contre-pouvoir. Ça également, c'est vrai. Mais il y a toujours des nuances à faire. Ce n'est pas parce qu'on est société civile qu'on ne doit pas aller dans le sens du pouvoir, d'encourager des pratiques, des valeurs qui
qui se confondent avec l'avancement sociétal du progrès dans une société donnée. Également, ce n'est pas parce qu'on est société civile qu'on ne part pas à l'encontre des décisions de l'État, parce que l'État est incarné par les politiques, et les politiques ont la légitimité du peuple. Donc, ils sont par essence partisans. Alors, c'est la raison pour laquelle, en fait, ce qu'a dit le professeur est extrêmement vrai. Pour être société civile, il faut faire une gymnastique qui n'est pas souvent aisée de faire, dans le sens où la neutralité qui fait l'essence même de la portée, en fait, de la pensée est difficile à observer dans une configuration où vous devez prendre parti par rapport à des valeurs, par rapport à des positions, par rapport à une certaine considération sociale. Alors, et donc, dès que vous prenez position, le pouvoir dit que vous êtes des opposants encagoulés. Donc, c'est souvent l'expression qu'il donne. Ce n'est pas une société civile, mais c'est des opposants encagoulés. Et dès que vous êtes du côté, en tout cas, vous saluez les actions de l'État, l'opposition va dire que vous êtes la société civile de l'État, ou la société civile de la majorité. Donc, en ce sens, c'est extrêmement difficile, aujourd'hui, dans nos pays, d'exercer le rôle de société civile. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que toute société a des valeurs. Des valeurs tirées, en fait, de la centralité de sa tradition et de sa culture. En fait, de ces valeurs naissent des organisations dont l'objectif est de préserver les valeurs et la trajectoire ancestrale. Et également de protéger le bien commun, qui est un bien public commun, que sont les hommes politiques ou d'autres forces qui s'expriment sur le territoire national, puissent observer, je vais dire, le respect des principes qui gouvernent notre société. Donc c'est ça l'essentiel de l'action de la société civile dans nos États. Alors, là où ça pose véritablement problème, je crois, nous y reviendrons dans le débat, pourquoi cette neutralité est difficile à observer, c'est par rapport à deux choses. C'est-à-dire, le professeur l'a dit, c'est de pouvoir mettre le curseur pour ne pas basculer dans ce qu'on appelle la société civile de l'État, ou de ne pas également basculer dans la logique d'un politique encagoulé. Ça, c'est un aspect qu'il faut bien élucider pour pouvoir comprendre le mode de fonctionnement de la société civile. Le deuxième élément qui est, à mon avis, le plus important, c'est le financement. Vous savez que quand vous recevez des financements, souvent, vous êtes redevable. En tout cas, vous cultivez la politique de ne pas froisser celui qui vous finance, et donc d'épouser en même temps sa logique de valeur et également ses lignes idéologiques ou même ses lignes partisanes. Donc, si on regarde de très près la manière dont la société civile est financée, on pourra comprendre le réel fonctionnement de ces organisations non gouvernementales, et dont je rappelle que l'objectif n'est pas également de faire des profits, des bénéfices, etc. L'objectif, c'est de se battre pour accroître l'utilité sociale et d'accroître le fondement même de la société. C'est ça l'objectif. Maintenant, si elle s'écarte de toutes ces valeurs, ça pose un énorme problème. Et pour terminer, une société civile est essentielle pour une société. C'est comme la presse. Ce qui se passe pour la société civile, c'est la même chose pour la presse. On dit que telle presse est de l'État, que telle presse est de l'opposition. Alors, bon, parce qu'il faut voir la nature du financement, il faut voir également là où on met le curseur pour ne pas basculer vers des hommes politiques encagoulés ou bien une presse de l'État. Merci, Dr Diaye. Monsieur Camara, alors finalement, comment faire pour rester société civile sans être vu comme société civile du pouvoir ou société civile de l'opposition? Merci, M. Dissa. Vous m'offrez une belle occasion d'avoir à discuter avec le professeur Issa Ndiaye, qui est mon professeur à l'École normale supérieure. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi d'être face à lui ce soir. Cela dit, pour revenir à votre question, en fait, c'est une gymnastique extrêmement difficile. C'est difficile, d'autant plus que c'est que le docteur Ndiaye disait... Ndiaye, c'est bien vrai Ndiaye. quand même que nous avons... Ouais, Ndiaye, on a des problèmes ce soir. Voilà, tout Ndiaye à fait. et puis Ndiaye, tout à fait. C'est que le docteur Diagne disait tout à l'heure,
c'est tellement pertinent que quand la société civile n'a pas l'autonomie de son financement, c'est-à-dire lorsque la société civile n'est pas capable de générer par elle-même les ressources dont elle a besoin pour agir dans le sens de la défense de l'intérêt général ou dans le sens de la mise en valeur, n'est-ce pas, d'un certain nombre d'idéaux, ou en tout cas dans le sens de la lutte même contre certains travers ou certaines déviations au sein de la société, ça fait qu'elle va se retrouver dans une situation de dépendance. Et cette situation de dépendance-là fait que la société civile va se retrouver inféodée à ses bailleurs de fonds. Par exemple, quand vous prenez alors les religieux, nous savons tous que la plupart des organisations religieuses que nous avons ici, je dis bien la plupart, c'est que ces organisations religieuses-là reçoivent des financements qui viennent des pays arabes. Maintenant, ceux qui financent ces organisations-là ont une vision, ils ont une ligne idéologique, ils ont des intérêts, des valeurs à défendre. Ce qui fait que il s'agit simplement, je prends juste un exemple, quand la question du code de la famille s'est posée sous le président ATT, nous avons vu que quand bien même que le code a été voté à l'Assemblée, il y a eu une reculade à ce niveau. Pourquoi? Parce que les religieux, forts, n'est-ce pas, les organisations religieuses ont réussi, à travers leur mobilisation, à faire reculer le politique par rapport à la prise d'un certain nombre de décisions qui, en tout cas, pour l'observateur avisé, étaient des décisions positives, n'est-ce pas, d'un point de vue social. Donc, à chaque fois que les associations, les organisations de la société civile sont en incapacité de s'autofinancer, alors c'est difficile qu'elles puissent véritablement assurer cette neutralité-là. C'est pourquoi aussi, c'est aussi réel que l'opposition a sa société civile. Elle a sa société civile, pourquoi? Parce que l'opposition suscite souvent la création de certaines organisations ou associations de la société civile, et le même exercice est valable du côté du pouvoir. Pourquoi? Parce que chacun sait que la démocratie, n'est-ce pas, la démocratie a cet avantage de la contradiction entre la majorité et l'opposition, mais aussi l'inconvénient que ceux qui sont au pouvoir veulent non seulement se renforcer à la base et souvent aller au-delà des militants, n'est-ce pas, qu'ils ont recrutés, c'est-à-dire les militants des partis politiques ou des alliances de partis politiques qui ne sont pas nécessairement, qui ne constituent pas une masse critique suffisante permettant à ces partis d'avoir un enracinement à la base. C'est ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a des élections, vous allez voir des associations de partis politiques, des alliances de partis politiques qui sont soutenues par des organisations, n'est-ce pas, de la société civile ou des associations de la société civile qui viennent en appoint à ces partis politiques-là, ou pour leur permettre de conserver le pouvoir, ou pour réussir, n'est-ce pas, à faire basculer ces pouvoirs-là. Donc c'est le nerf de la guerre qui constitue en réalité l'élément essentiel pour réussir à conserver la neutralité qui est recherchée quant à la société civile. Merci, Monsieur Camara. Professeur Ndiaye, est-ce que finalement nous ne pouvons pas dire que ce que nous demandons à la société civile est tout simplement impossible? Comment une société civile consciencieuse peut voir telle histoire qui ne marche pas et ne pas dénoncer? Comment une société civile consciencieuse peut voir une affaire qui marche et qui a été bien menée par les dirigeants du moment et ne pas le féliciter? Qu'est-ce qu'on veut finalement? Une société civile est indispensable pour la bonne marche d'une société, surtout dans une perspective démocratique. C'est le point d'équilibre. La neutralité dont je parlais au niveau de la société civile ne doit pas la conduire donc à être indifférente par rapport à ce qui se passe. Évidemment, s'il y a des choses qui vont dans le sens de l'intérêt
de l'intérêt général, elle a le devoir donc d'appuyer cela. S'il y a des choses qui vont à l'encontre des intérêts, de l'intérêt général, elle a le devoir de dénoncer cela. Ça veut dire que c'est pourquoi je dis que c'est essentiellement un contre-pouvoir. Donc ce qui permet en tout cas d'exercer un certain équilibre au niveau de la société pour dire ça va dans le sens de l'intérêt général et elle a le devoir de le soutenir. Ça va à l'encontre de l'intérêt général, elle a le devoir donc de le condamner. Ce qui peut l'amener à prendre des positions qui peuvent être politiques des fois. Donc, mais c'est toujours dans l'intérêt général. Il ne faut pas oublier ce cursus. Et très souvent, le statut de l'armée aussi est très débattu par rapport à son appartenance. Appartient-elle à la classe politique ou à la classe de la société civile, l'armée? L'armée, moi je pense que l'armée fait partie des attributs d'un État. Donc c'est vraiment donc un segment de l'État, tout comme l'administration de l'appareil d'État, c'est vraiment au niveau de l'État. Et à ce titre, elle n'est pas société civile. Elle n'est pas société civile. Mais comment comprendre alors, professeur, que très souvent, quand il y a les insurrections en Afrique qui finissent par des coups d'État, on a toujours vu que c'est l'armée qui vient à la rescousse du peuple pour faire partir les dirigeants, sinon que jamais les peuples n'ont pu faire partir un dirigeant sans l'appui de l'armée. Bien, on a connu cet exemple-là ici, même en 1991, avec la chute, bien que ce soit un pouvoir militaire. Il est arrivé un moment, la propulsion populaire a été telle que ça fait basculer l'armée dans le champ du peuple. Donc ça arrive, ça peut arriver. Donc il y a eu d'autres expériences dans d'autres pays. Mais je voudrais insister un peu sur la question du financement parce que cela a son importance. Pas seulement parce qu'on a l'expérience aussi en Afrique des associations de jeunes justement qui ont contribué au changement. Je parle par exemple du ballet citoyen au Burkina, et puis aussi... Il y en a marre au Sénégal. Il y en a marre au Sénégal, dans d'autres pays. Mais quand on voit aussi que souvent, ce qu'on constate en Afrique, c'est que la plupart de ces associations de jeunes qui ont suivi de fer de lance donc, au changement de pouvoir dans leur société, il y a des financements aussi internationaux qui se cachent derrière. Donc ça aussi, il faut faire très attention. Donc il y a des bailleurs de fonds internationaux. Le docteur Ndiaye parlait tout à l'heure, ou bien c'est M. Camara qui parlait des financements pays arabes. Mais il y a des financements aussi européens, tels que la Fondation Soros, qui a aussi sa vision des choses, un projet politique. Donc ça veut dire que la société civile est l'enjeu aussi de certaines choses. Chaque force essaie de l'influencer pour que ça aille dans telle ou telle direction. Je pense que là aussi, une société civile doit veiller à rester ferme sur sa neutralité. Si elle se laisse influencer parce qu'elle reçoit un financement extérieur et qui modifie donc sa ligne, cela peut être négatif pour cette société civile et au fil du temps, elle finit par se discréditer. Dans le cas donc des organisations religieuses, c'est le cas. Parce qu'aujourd'hui, avec le contexte que nous connaissons au Mali de l'avancée du phénomène du radicalisme religieux, il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui. La prolifération donc, des associations religieuses, de certains lieux de culte affiliés à des sectes, donc commence à poser des problèmes, beaucoup de problèmes dans notre société, à tel point que justement je me posais la question de savoir si les associations religieuses en tant que telles, on peut les appeler aujourd'hui société civile. Mais dans tous les cas, comme le disait le docteur Ndiaye tout à l'heure, la société civile défend des valeurs qui sont portées par la majorité d'une société, qui façonnent l'identité de cette société. Si elle trahit donc ces valeurs et cette identité-là, elle sort de son rôle de société civile, surtout dès qu'elle devient partisane. D'accord, merci professeur Ndiaye. Docteur Ndiaye, en écoutant tout de suite le professeur, nous voyons que le problème n'est pas que seulement le financement de ces sociétés civiles, mais aussi ceux qui dirigent ces sociétés civiles. Parce que s'ils ne sont pas assez matures,
s'ils ne sont pas d'un certain niveau intellectuel, d'un certain niveau de formation, ne sont-ils pas du coup exposés alors au fait que même ceux qui financent puissent aussi facilement les berner et les mettre à faire des choses qu'ils ne voudraient pas? Oui, la dimension humaine des dirigeants de la société civile est une dimension qui est extrêmement importante. Parce que, en fait, c'est de leur compréhension des phénomènes qui nous gouvernent qu'ils peuvent prendre des postures qui peuvent aller à l'encontre de l'intérêt général. Mais de dire qu'en fait, la question du financement n'est pas uniquement une question qui se pose à la société civile africaine. C'est une question qui se pose à la société civile européenne, américaine, où c'est des philanthropes qui, comme George Soros, comme l'a dit le professeur, qui ont en fait gagné d'énormes sommes d'argent sur les marchés financiers, qui ont maintenant envie de façonner une certaine manière de voir, une certaine manière de gouverner nos sociétés et qui se lancent à travers des fondations, à travers des organisations non gouvernementales. Mais quand on sait, docteur, Oui. que les partis politiques chez nous ont des ramifications aussi à l'extérieur, presque dans tous les autres pays du monde, nous ne pouvons pas parler d'autres sources de financement qui ne soient pas philanthropiques? Non, non, ça, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que les partis politiques sont par essence partisans. Les partis politiques, c'est un groupement de personnes qui sont partisans, qui ont leur manière de voir la société, qui peut différer de la vision commune des composants de la société par rapport à certaines valeurs. Donc c'est le champ partisan. C'est des associations de groupes d'influence qui sont partisans et qui l'assument en disant qu'un tel est libéral, un autre est socialiste, un autre est communiste, etc. Donc tout ça renvoie à des valeurs, à une conception de la vie qui leur permettent de se singulariser par rapport à la quête de l'électorat. Donc ça, c'est un peu différent. La société civile n'a pas à épouser une idéologie par rapport à la défense de certains intérêts. Pourquoi? Parce que la société civile, comme je l'ai dit dans mon premier propos, a comme objectif de faire une singulière gymnastique dans la préservation des valeurs d'une société pour pouvoir garantir la continuité de l'intérêt général. Et même la conception de l'intérêt général, souvent dans nos pays, que ce soit aux États-Unis, en Afrique ou au Mali, ça pose problème. L'homme politique, souvent, quand il s'exprime, il parle d'intérêt général. Alors, le détenteur du pouvoir de la société civile également nous parle d'intérêt général. En réalité, on ne sait pas c'est quoi l'intérêt général si on n'interroge pas les raisonnements qui aboutissent à une bonne compréhension des choses. Mais, ceci étant dit, que la société civile doit s'organiser pour avoir un mécanisme de financement interne qui lui permette de ne pas aliéner sa vocation qui est irrévocable de défendre l'intérêt public. Oui, mais sauf que la question du financement qui vient de l'extérieur est soulevée par le professeur Ndiaye tout à l'heure, est une question hyper importante dans la mesure où nous voudrons par exemple savoir si alors tous ces financements sont vraiment de bonne foi. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de ces financements alors qu'ils sont faits pour s'aimer des troubles chez nous en Afrique et au Mali. Moi, je ne crois pas à la neutralité des financements. Ok. Je n'y crois pas, pour une simple raison. L'Afrique est aujourd'hui confrontée sur le plan des valeurs, je peux donner des exemples que nous vivons en Afrique. Il y a la problématique de l'homosexualité qui se pose avec acuité dans nos sociétés. Cette problématique de l'homosexualité est incarnée souvent par une certaine société civile par rapport au financement qu'elle reçoit de certains organismes internationaux ou d'hommes d'affaires ou de groupements au niveau international qui veulent promouvoir ces valeurs. Et vous voyez souvent que dans nos pays, malgré que nous sommes d'obédience soit musulmane ou chrétienne, il y a des acteurs de la société civile qui font la promotion de l'homosexualité. D'accord? Ça, c'est dû quelque part à la nature des financements qu'ils reçoivent de la part d'entités étrangères. Et ça pose un problème. Le deuxième problème, c'est la question de l'IVG. L'interruption grossesse, volontaire de grossesse. Nous, en Afrique, nos valeurs, qu'on soit musulmans ou chrétiens, et même dans les traditions, nos valeurs, c'est d'interdire l'interruption, c'est d'interdire l'avortement. Par exemple. Ce n'est pas dans nos valeurs. En Afrique, on ne sait pas comment doit se procéder l'avortement. Ce n'est pas dans nos lignes traditionnelles. Mais on a observé que dans les 10 dernières années, la prolifération d'organismes de la société civile qui font la promotion des valeurs qui incarnent l'IVG ou l'homosexualité.
Et ça pose la question de leur financement. C'est la raison pour laquelle, même si c'est valable pour les partis politiques de trouver des fenêtres sur l'international pour pouvoir se financer, ceci n'est pas valable pour les tenants de la société civile. Parce que les tenants de la société civile, comme l'a rappelé le professeur, n'ont pas pour objectif d'exercer le pouvoir. Et ça, c'est extrêmement important. Ils sont à équidistant du pouvoir de favoriser les bonnes pratiques et également de dénoncer des pratiques qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt général. C'est la raison pour laquelle, pour la question du capital humain, c'est-à-dire des gens qui incarnent aujourd'hui la société civile, je crois que leur formation doit être revue pour leur permettre de mieux comprendre l'environnement dans lequel nous sommes, de comprendre les questions majeures de société, que ce soit sur le plan culturel, économique, social, philosophique, pour qu'ils puissent préserver la nature de ces questions au niveau des instances de la société civile. Et quand ils sortent du continent, de pouvoir également, par rapport aux potentiels bailleurs, de pouvoir mettre le curseur là où elles ne basculeraient pas dans les contre-valeurs qu'elles sont censées incarner en Afrique. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Et également, pour terminer, par rapport toujours à ce financement, ça se pose également pour les partis politiques, mais également davantage pour l'État. Je crois que si on veut encourager la société civile, qui est un compartiment essentiel, déterminant pour l'évolution de toute société, l'État doit mettre un mécanisme de financement interne pour permettre à ces organisations de mener à bien leur vocation, parce que ce n'est pas parce que l'État finance qu'elles n'ont pas le droit de dénoncer des dérives de l'État. Ce n'est pas parce que également l'État finance que forcément elles doivent aller dans le sens de l'État. Même si elles reçoivent le financement de l'État, c'est un financement public. C'est tiré de nos impôts. Donc, ce n'est pas aux partis politiques de donner les financements, mais c'est l'État qui donne les financements. Et l'État est censé incarner l'intérêt général. Et donc, pour préserver cela, je crois que les États africains doivent plutôt accepter de financer les organisations de société civile, mieux les organiser pour avoir une certaine visibilité de qui ils sont, qui incarnent qui et qui est quoi, et de faciliter leur financement par rapport au déroulement de leurs activités. Et si on le fait, je crois que ça permettra à nos sociétés de mieux renforcer les valeurs qui nous unissent. Merci, Dr Diaye. Monsieur Camara, alors tout le monde s'accorde à dire que la société civile n'a pas pour vocation d'exercer le pouvoir. Quels sont alors les rôles et les implications que vous attendez de la société civile? Bon, je crois qu'on a un peu ébauché, n'est-ce pas, le rôle de la société civile. La société civile a un rôle extrêmement important si d'abord elle prenait conscience de ce rôle-là, à savoir la défense de l'intérêt général. L'intérêt général est aussi à savoir, n'est-ce pas, la défense des valeurs fondamentales, essentielles, qui régissent la société. Lorsque la société civile est suffisamment armée, ça veut dire armée idéologiquement, intellectuellement, lorsqu'elle est menée par des hommes qui ont une certaine lucidité, une certaine capacité de compréhension des différents phénomènes, alors elle peut, en cas de besoin, soutenir, c'est-à-dire elle peut au besoin soutenir l'action des pouvoirs publics. C'est le cas, par exemple, n'est-ce pas? C'est le cas, par exemple, de la situation que nous connaissons aujourd'hui dans le pays. Nous savons que nous sommes dans une situation de fragilité, d'insécurité, de guerre, qu'une bonne partie du budget de notre pays est investie dans la guerre, et le rôle de la société civile à ce niveau-là, ça doit être, n'est-ce pas, d'amener les populations à comprendre que notre pays est en guerre, d'inciter les gens à se comporter en conséquence, de préparer les mentalités à consentir tous les sacrifices humains possibles pour soutenir les forces armées et de sécurité, pour soutenir le pouvoir en place, pour aussi créer les conditions qui permettent à notre pays de sortir de cette situation-là. Donc la société civile n'a pas non plus
n'a pas uniquement vocation à soutenir l'État. C'est-à-dire que si l'État faillit, elle a aussi le devoir de dénoncer cette faillite de l'État. Par exemple, la société civile a le devoir de dénoncer la corruption. Elle a le devoir de dénoncer les inégalités, les injustices. Elle a le devoir, en réalité, n'est-ce pas, de remettre en cause tout ce qui ne permet pas à la société d'avoir la stabilité requise et qui ne permet pas alors aux enfants du pays d'étudier dans les mêmes conditions, d'avoir les mêmes chances, les mêmes opportunités et de contester tout ce qui est à contester. Donc, ce rôle-là est d'autant plus important que si la société civile en prenait conscience, alors elle a le devoir de s'organiser et de se battre en conséquence. Et une société civile avisée, dirigée par des hommes lucides, personne ne peut l'instrumentaliser. N'est-ce pas? Personne ne peut l'instrumentaliser. Et si la société civile n'est pas instrumentalisée, dans certaines situations, elle va contraindre le pouvoir en place, alors à éviter de tomber dans des situations qui ne sont pas souhaitables pour le pays. Et dans certaines situations, elle peut aussi amener l'opposition à savoir raison garder, compte tenu, n'est-ce pas, d'un certain nombre de paramètres qui font que, en réalité, n'est-ce pas, on doit s'abstenir de fragiliser. Quand vous regardez un peu la situation actuelle du pays, il arrive souvent, n'est-ce pas, des moments où moi je me pose la question de savoir, bien, au fait, est-ce qu'on est dans une situation, est-ce que la situation actuelle du pays permet à ce que des gens essayent de fragiliser un État qui est déjà fragile, dont la fragilité est en train d'impacter, n'est-ce pas, alors la vie de tout un chacun. Donc, c'est des questions que je me pose. D'accord. Et souvent, la société civile doit aussi amener les acteurs politiques alors à oublier leur ego, à oublier leurs intérêts égoïstes, sordides, pour, n'est-ce pas, les amener alors à mettre au centre l'intérêt général. Merci, Monsieur Camara. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que ce soir, nous avons comme association invité les foulards rouges, les hommes aux foulards rouges qui ont beaucoup travaillé avec Monsieur Iboussi en participant à cette émission. Nous allons donc nous tourner du côté de ces foulards rouges. Monsieur Iboussi, alors tout se passe bien? Oui, ça se passe très bien. Bonsoir, Monsieur Dissa. Bonsoir à tous les invités. Nous avons l'association des foulards rouges ici. Nous avons l'association des foulards rouges, comme je le disais. Nous avons le président des foulards rouges qui va se présenter, M. Djibril Diallo. Voilà, M. Djibril. Ok, merci bien. Donc, je remercie vraiment tous les spectateurs. Je remercie également la chaîne Africable, qui est également une référence en ce qui concerne les débats contradictoires. Dieu seul sait à quel point l'opinion nationale et internationale a besoin de ça. Donc, je vais présenter un peu notre association. Il n'est secret pour personne que notre pays traverse une crise multidimensionnelle sans précédent. J'allais dire sans exagération aucune, une crise existentielle depuis 2012. La République, la démocratie, les droits de l'homme, la dignité, l'honneur, toutes ces valeurs sont menacées. J'allais dire bafouées au nom d'une guerre savamment conçue, préparée et exécutée par les ennemis du Mali. C'est face à cette horreur, cette honte, que des jeunes se sont regroupés pour réfléchir et mettre en place une stratégie pour contrecarrer les plans de l'ennemi, où qu'il soit. D'où la naissance des hommes au foulard rouge, qui signifie symboliquement des hommes qui sont prêts à donner leur sang pour que les massacres et les tueries s'arrêtent au Mali. Donc notre association, brièvement, est la somme des frustrations, des indignations, des souffrances que connaissent les Maliens depuis trop longtemps. Donc notre association entend apporter sa contribution pour relever et redresser notre pays, notre vieille nation qui est en passe de disparaître. Notre structure a pour mission d'éveiller les consciences à travers des activités telles que les conférences, les meetings, les débats, les formations, les marches, etc. Ici également, c'est un plaisir pour nous de voir monsieur le professeur Issa Ndiaye, qui est également une référence ici, car il n'est secret pour personne qu'aujourd'hui, la société civile malienne, de façon générale,
est corrompue, manipulée. Or, nous avons besoin vraiment d'une société civile formée, éduquée, informée. Une société civile consciente des enjeux. Une société civile vraiment qui est capable d'identifier ses intérêts. Donc malheureusement, dans notre pays, tel n'est pas le cas. Mais cependant, il faut reconnaître qu'il y a certains acteurs de la société civile, tels que M. le professeur Issa Ndiaye, qui est une référence pour nous. Nous suivons beaucoup vraiment M. Issa Ndiaye. Donc c'est le lieu et l'occasion pour nous vraiment d'exprimer toute notre admiration et notre respect pour tout le travail qu'il fait. Donc brièvement, voilà un peu les hommes au foulard rouge, des hommes qui sont prêts vraiment à donner leur vie pour que les tueries et les massacres s'arrêtent au Mali. Je vous remercie. Merci. Djibril Diallo et le foulard rouge. Merci Monsieur Diallo. Professeur Issa Ndiaye, alors rapide réaction par rapport à ce que vient de dire Monsieur Diallo. Oui, ça fait toujours chaud au cœur quand on voit que des jeunes se réveillent, prennent conscience de la situation de leur pays et essaient de faire quelque chose. Parce qu'on peut dire que vraiment c'est d'eux que dépend vraiment l'avenir. Notre rôle en tant qu'aînés, c'est de vous donner en quelque sorte, de vous transmettre en quelque sorte les instruments qui vous permettent de comprendre la situation dans laquelle vous vous trouvez, dans la situation dans laquelle le pays se trouve, et de vous amener aussi à forger les instruments nécessaires pour sortir de cette situation. Je vous y encourage vraiment. Bravo. Merci. Alors, professeur, je reste toujours avec vous. Parlant de la société civile malienne, est-ce que vos attentes sont comblées? Sinon, qu'est-ce qui empêche notre société civile d'être ce qu'on veut qu'elle soit? On peut dire que la société civile malienne est en crise, comme la société malienne. Et souvent, c'est dans des périodes de crise que le rôle primordial que peut jouer une société civile paraît essentiel. Je cite souvent le cas de Monseigneur Luc Sangaré, au temps de Moussa Traoré. Quand il y avait la présentation des vœux de Nouvel An, ce vieil homme disait certaines vérités. Et tous les Maliens, de toute tendance, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, tout le monde se faisait le devoir, tout le monde se précipitait devant la télé ou à la radio pour écouter le message de Luc Sangaré. Parce que chaque fois, Monseigneur Luc Sangaré, chaque fois, il mettait le doigt sur l'essentiel. Et il le disait d'une manière très nette face à un dictateur à l'époque qui était tout puissant et que tout le monde craignait. Mais ce vieil homme n'avait pas peur de dire la vérité. Donc, la question de la crédibilité de la société civile se joue au niveau de ses leaders. Je pense que une des caractéristiques de la société civile aujourd'hui, c'est qu'elle a perdu sa crédibilité. Parce que pour qu'elle puisse jouer son rôle, ne serait-ce qu'interface sociale en période de crise, il faut qu'elle soit indépendante. On a parlé de l'indépendance financière, mais surtout indépendante dans sa tête. Une capacité de réflexion autonome, une capacité donc de dire les choses telles qu'elles sont, sans vraiment se gratter la tête. C'est de cette société civile dont nous avons besoin. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'elle est absente. Or, elle a un rôle essentiel à jouer. La faillite actuelle du pays, nous avons l'habitude de le dire, c'est vrai que les politiques ont une large part de responsabilité. Politiques aussi bien ceux qui sont au pouvoir que ceux qui sont dans l'opposition. Mais aussi, la société civile a sa part de responsabilité. Le jeune disait tout à l'heure que nous avons aujourd'hui une société civile qui s'est laissée corrompre, donc qui n'est plus donc sur le plan éthique crédible, qui ne joue pas son rôle. Or, nous sommes dans la situation de crise où nous nous trouvons, il est essentiel de réveiller cette société civile. Donc, c'est un défi immense aujourd'hui de reconstruire cette société civile. Nous allons y venir dans les étapes ultérieures, mais il est important de dire que dans une démocratie, une société civile crédible est vraiment indispensable. Donc, la nécessité de faire émerger cela, je salue vraiment les jeunes pour leur engagement sur ce plan-là.
Merci, professeur Ndiaye. Docteur Diagne, qu'en est-il du cas sénégalais? Est-ce que vos attentes au Sénégal sont comblées? Sinon, de quoi souffre la société civile au Sénégal? Est-ce que là-bas aussi, elle souffre d'un problème de crédibilité? Alors, ça dépend en fait du champ dans lequel le débat se pose. D'une manière générale, moi, en tant qu'observateur, je constate que la société civile au Sénégal joue relativement son rôle, même s'il y a beaucoup de problèmes à mettre en exergue. Mais d'une manière générale, elle joue autant qu'elle se peut son rôle. Mais souvent, elle est aphone sur des questions en fait de société, des questions d'ordre surtout économique ou d'ordre social, du fait en fait de ce que le professeur a dit sur le leadership. Je donne un exemple. Actuellement, nous sommes face à une réforme du franc CFA. On va bientôt basculer vers l'éco. Où est la place de la société civile dans cette réforme majeure qui va conditionner la vie des générations à venir? Les politiques ont leur position. Mais quel est aujourd'hui le point de vue de la société civile d'une manière générale? Souvent, c'est délicat de le dire parce qu'elle ne se sent pas concernée de ces préoccupations qui aujourd'hui concernent l'avenir de notre pays. Alors, au Sénégal, je pense qu'il y a des efforts à faire, même s'il faut remarquer d'une manière générale que la société civile au Sénégal, enfin, il y a toujours des problèmes. Il y a des gens qui disent au Sénégal qu'il y a une partie de la société civile qui est encagoulée, qui est avec l'opposition. Il y a une autre partie de la société civile qui est avec le pouvoir. Ça, c'est toujours l'interprétation du politique. Vous savez que le politique, il a l'art de se défendre. Quand il observe une ligne qui n'est pas en phase avec sa position, il le bat en brèche en vous portant une camisole ou un titre qui ne vous convienne pas, pour dissimuler quelque part en fait votre position dans le débat national. Mais ça n'empêche pas que la société civile, d'une manière générale, je veux dire, elle est extrêmement importante. Et la manière dont le professeur a dit que la société civile est en crise au Mali, elle est en crise dans de nombreux pays, dont d'ailleurs aux États-Unis. Moi, j'ai lu Joseph Stiglitz, le prix Nobel d'économie de 2001. Il a publié un ouvrage en 2019, septembre 2019, dans lequel il relate ses positions. De dire que l'Amérique profonde, qui s'exprimait sur des organes équidistants, des partis politiques et autres, cette Amérique aujourd'hui est aphone ou bien elle est partisane. Cette Amérique est au confluent des financements occultes de certains hommes politiques ou de certains philanthropes qui aujourd'hui ne lui permettent plus de dire à haute et intelligible voix la position de l'intérêt général. Et donc pour dire que ce n'est pas une question aujourd'hui qui concerne que nos pays, c'est une question qui est planétaire. Et je reviens à mes propos de départ. Si l'on veut que la société civile puisse exister dans nos pays, il faut fondamentalement régler la question du financement. Et après, on va s'atteler à celle relative au leadership, c'est-à-dire aux personnes qui incarnent ces organisations, qu'elles aient la capacité d'anticiper ou de susciter le débat sur des thèmes essentiels, comme on vient de le voir avec la réforme majeure de l'éco qui va bouleverser, j'imagine, la vie des populations de l'UEMOA d'ici les décennies à venir. Merci, Dr Diaye. Monsieur Camara, la société civile malienne et la crise que nous traversons au Mali, quel regard vous portez sur le rôle que joue jusque-là la société civile malienne dans la résolution de cette crise? Bien, la société civile doit jouer un rôle dans cette crise, hein, mais j'allais dire deux mots par rapport à la question précédente. C'est qu'au fait, il ne faut pas voir la société civile comme si alors c'était un ensemble d'organisations qui ne devraient intervenir que sur des questions essentiellement politiques. Les questions politiques sont des questions essentielles, mais il y a d'autres questions, telles que les questions économiques, telles que les questions éducatives, les questions sociales. Par exemple, au Mali, la question de la terre, la question du foncier, c'est une question essentielle. La question de l'école, n'est-ce pas, l'école, je vais dire,
la qualité de l'enseignement, la qualité des formations, la qualité de la documentation, même les contenus des programmes, c'est des questions essentielles. Mais sur ces questions-là, on n'entend pas beaucoup la société civile se prononcer sur ces questions-là. Donc il y a bien d'autres questions qui ne sont pas que des questions d'élection, des questions de pouvoir, des questions alors de partis politiques qui en réalité doivent interpeller les acteurs de la société civile. Donc cela dit, par rapport à la question des crises que nous connaissons, je pense que la société civile, elle a un rôle à jouer. Ce rôle, c'est d'abord un rôle de compréhension de ce qui nous arrive. C'est-à-dire que les acteurs de la société civile doivent eux-mêmes chercher à comprendre qu'est-ce qui nous arrive, dans quel problème, n'est-ce pas, nous nous sommes retrouvés, quelle est la situation que nous sommes en train de vivre, notre pays, quelle est la nature de la crise que nous sommes en train de traverser. Maintenant, connaissant la nature de cette crise, ayant alors une claire compréhension, n'est-ce pas, des problèmes auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés, bien entendu, ces acteurs-là peuvent jouer un rôle d'éducateur, c'est-à-dire éduquer les masses à se comporter, n'est-ce pas, de telle ou telle façon. Par exemple, la relation que les populations doivent entretenir avec les forces de sécurité. Comment est-ce que les populations, que ce soit à Bamako ou à l'intérieur du pays, doivent se comporter quand, n'est-ce pas, alors elles sont en face des personnes suspectes ou des comportements suspects ou en tout cas, alors des mouvements, n'est-ce pas, suspects. Comment est-ce que les populations doivent se comporter? Et comment est-ce que les populations doivent pouvoir entretenir les meilleures relations de collaboration possibles avec les forces armées et de sécurité? Comment est-ce que les populations doivent pouvoir réagir face, n'est-ce pas, à des tentatives de distraction? Parce que quand on est dans une situation de crise, il y a beaucoup de facteurs, n'est-ce pas, qui viennent se greffer à cette crise-là et à travers lesquels facteurs on essaie de distraire les populations. Donc comment alors les populations doivent se comporter pour éviter, n'est-ce pas, de tomber dans des situations, dans des pièges comme ça. Donc je pense que sur toutes ces questions-là et sur bien d'autres, alors la société civile a un rôle extrêmement important à jouer. Merci M. Kamara. M. Iboussi, y a-t-il quelqu'un d'autre dans le public qui a une question? Nous allons passer la parole à Moussa. Voilà, Mamadou, hein, Mamadou, voilà, excusez-moi. Mamadou est du côté de Ibé Keita. Bonsoir Ibé. Bonsoir à tout le monde, bonsoir Africa, bonsoir à M. Robert. J'aimerais que les trois débatteurs, je les remercie beaucoup, qui répondent à ce que je vais dire précisément au professeur. Si on regarde religion et politique, quand on dit que les hommes religieux ne doivent pas intervenir dans la scène politique, moi je suis un peu perplexe, parce que quand on regarde dans les pays où on a vu la politique, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Israël, que ce soit en Europe, les hommes religieux interviennent dans la scène politique. Donc quand on regarde au Mali, moi je pense qu'on a fait trop de confiance à nos parents qui étaient des dirigeants, qui ont conduit le pays là où nous sommes aujourd'hui. Parce que cette société civile s'était laissée aller, ils avaient confiance aux gens. Quand ils nommaient des maires, des députés, ils les laissaient comme ça, sans pourtant les surveiller. Ça nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Je pense que cette société civile malienne a pris conscience qu'il a un rôle à jouer. Quand on regarde nos dirigeants face à des Occidentaux, face à qui que ce soit, ne peut jamais s'en sortir. Il faut que cette société civile intervienne pour pouvoir montrer qu'elle a un rôle à jouer. Elle ne peut pas, du moins, soutenir, quel que soit ce qu'elle doit faire, elle doit prendre part. Parce que c'est son avenir en jeu, c'est l'avenir de ses enfants en jeu. Il ne peut pas aller s'asseoir et regarder ce qu'on est en train de gérer le pays pour pouvoir gérer ça. Donc je vais conclure pour vous dire, normalement, les hommes politiques qui ont nos hommes religieux doivent obligatoirement prendre part à la scène politique. Et nous, les jeunes aujourd'hui, on a pris conscience qu'il faut nos papas qu'on a fait confiance à eux, ils ont tout fait, mais
le monde qui nous avait promis, on n'a pas eu ça. Donc il faut que nous, les jeunes, on intervienne dans ça. J'aimerais que le professeur y intervienne un peu beaucoup. Il va tout de suite réagir. Merci beaucoup. Professeur, vous avez la parole. Bien, je pense que le cas de l'Allemagne qu'il évoque, c'est différent. Il y a par exemple le Parti chrétien-démocrate. C'est un parti politique, bien sûr, qui utilise une idéologie religieuse comme marqueur de leur activité politique. Mais ils ne sont pas des religieux en tant que tels. Ce ne sont pas du tout des religieux. Ce sont des dirigeants politiques. Je pense qu'il faut faire la différence. On peut être dirigeant politique et se revendiquer d'une idéologie religieuse. Ça, c'est possible. Mais là, dans le cas malien, nous parlons de religieux, donc, qui sont dans des positions donc, de chefferie religieuse, d'imams et autres, qui ont la prétention donc d'intervenir sur le terrain politique, d'être l'interlocuteur, donc un interlocuteur politique. C'est pourquoi je dis, à ce niveau-là, ça pose problème. Donc, si les gens veulent être des acteurs politiques, qu'ils franchissent le pas, qu'ils deviennent carrément des acteurs politiques, et en ce moment, qu'ils laissent le manteau donc, de chef religieux. Il faut faire cette démarcation-là. Je pense qu'elle est essentielle. En ce qui concerne la société civile, pour rebondir un peu sur ce que chacun disait tout à l'heure, il y a la question, bien sûr, du financement public. Je pense que c'est une question essentielle qu'il faut poser, dans la mesure où déjà nos États, il y a un financement des partis politiques. Notamment, il y a un statut qui est accordé au chef de l'opposition, il reçoit. Donc pourquoi ne pas justement financer les partis politiques? Mais le problème ici, actuellement au Mali, l'obstacle principal auquel on est confronté, c'est la question de la citoyenneté. Nous avons aujourd'hui une société qui se prétend démocratique, mais où il n'y a plus de citoyens. Il suffit de voir, par exemple, quel est le comportement de ce Malien-là dans la rue de tous les jours. Souvent, on a tendance à indexer le pouvoir. Le pouvoir est comme ceci et comme cela. Mais en réalité, le pouvoir, les dirigeants ne sont que, en quelque sorte, le reflet de notre société. Quand on regarde, quand on se met à un coin de rue, j'ai l'habitude de dire que la sociologie politique d'un pays est dans un carrefour. On voit le comportement des gens, comment les gens violent flagramment un feu rouge, ne respectent pas le sens interdit. Le policier qui est là, qui règle la circulation, les gens passent. Bon, ça pose beaucoup de problèmes. Ça veut dire que le défi immense que nous avons en tant que société civile, c'est de reconstruire la citoyenneté. C'est fondamental. Parce que si on n'arrive pas à reconstruire le citoyen malien, à le faire émerger, on ne pourra pas résoudre les problèmes de ce pays-là. Et c'est cette citoyenneté qui va permettre de reconstruire même l'action politique, de reconstruire aussi le leadership social, parce que le leadership social est complètement par terre. Donc pour faire en sorte que ce soit les meilleurs qui soient les dirigeants. Nous avions auparavant une société où n'importe qui n'était pas chef. La démocratie a voulu aujourd'hui que n'importe qui soit chef, que le dernier devienne premier, parce qu'il a la colonne vertébrale assez souple, il sait faire des tas de choses, il sait manigancer, à tel point que la politique est devenue quelque peu une activité mafieuse. Donc nous avons besoin de reconstruire le citoyen en lui inculquant les valeurs saines de notre société. Bien sûr, il y a des enjeux. Ndiaye disait tout à l'heure tout ce qui se cache derrière le financement, parce que certains financements aussi extérieurs veulent façonner une certaine société conforme à leur vision, mais qui est contraire à nos valeurs ici de société. Donc, il est important, à mon avis, l'urgence, à mon avis, c'est de construire le citoyen malien, reconstruire le citoyen malien. Tant que nous n'aurons pas affronté cette tâche avec courage et lucidité, nous n'arriverons pas à sortir des impasses qui sont les nôtres aujourd'hui. Parce que le citoyen malien, à l'époque, il y avait des valeurs. Aujourd'hui, on ne sait même plus débattre, on s'insulte. On n'a plus de capacité d'écoute. Donc, il y a un problème. Les jeunes disent, oui, bon, les vieux, bon, ça suffit comme ça, il faut les balayer. On ne se préoccupe pas de la formation des jeunes.
Je pense autant de questions qui se posent, qui méritent réflexion aujourd'hui, et c'est de là que dépendra l'avenir donc de notre pays. Merci, professeur Ndiaye. Docteur Ndiaye, alors vous êtes sénégalais, vous êtes au Mali présentement, vous faites la Côte d'Ivoire, le Bénin, vous voyagez un peu partout. Alors, quels sont selon vous les atouts dont dispose la société civile africaine même de façon générale pour pouvoir briser toutes les chaînes afin de nous servir ce qu'elle nous doit? Alors, le problème en fait en Afrique, de la société civile d'une manière générale en Afrique, c'est le problème du financement. Nous, on a la chance en Afrique d'avoir des valeurs bien marquées, des valeurs bien imbibées dans notre conscience collective. L'Africain, il croit à la famille, il croit à la société, il croit également à la nature et il croit également aux religions. Donc, de ce point de vue-là, nous avons des atouts qui sont extrêmement importants, qui nous permettent de nous prémunir des valeurs qui désagrègent aujourd'hui la mondialisation telle que l'homosexualité, l'interruption volontaire de grossesse et toutes autres formes de déviance. Je crois qu'en Afrique, on a quand même un socle de valeurs qui nous permettent aujourd'hui de résister par rapport à l'onde de choc de la mondialisation. Des valeurs comme... Oui, des valeurs comme la probité, par exemple, le respect de l'ancien, le respect de la parenté. Enfin, ça, ce sont des valeurs purement africaines. Quand vous allez en Europe, ces valeurs-là ont tendance à disparaître. En Europe, aux États-Unis, bon, l'ancienneté, la parenté, ça n'a plus une grande signification. D'accord? Vous allez en France, c'est la même chose. Ici, quand on partage le même père ou quand on est cousin, on se doit assistance, on se doit respect, considération. C'est des valeurs aujourd'hui qui existent en Afrique. Ce qui n'est pas le cas en Occident. En Occident, vous pouvez être du même père, de la même mère, et rester des années sans se voir. Ça ne choque personne, alors que vous habitez à 5 km d'intervalle. Donc ces valeurs-là sont des valeurs purement africaines. Et d'ailleurs, l'idéologie ambiante de la mondialisation n'est pas conforme avec les valeurs africaines. L'Africain, je l'ai dit, c'est quelqu'un qui croit à la famille. C'est quelqu'un qui croit à son ethnie, qui croit au groupe. Et ça, c'est une forme d'assurance par rapport aux différentes formes de déviance qui pénètrent nos sociétés. Et donc, pour dire que sur le plan du leadership, on est suffisamment armé pour faire face à toutes les formes d'agression qui viennent de l'extérieur. Mais malheureusement, quel qu'en soit, en fait, qu'on soit à Libreville, à Yaoundé ou à Bamako, aujourd'hui, la question du financement rend fragile ce leadership. Il le rend fragile dans la mesure où, si vous n'avez pas de financement, vous ne pouvez pas avoir de plan d'action. Et vous ne pouvez pas financer vos activités. D'accord? Si vous n'avez pas également de financement, vous ne pouvez pas vous autonomiser dans votre manière de penser. Donc, ça impacte sur le leadership dont parlait tout à l'heure le professeur. Et donc, globalement, on a de bons leaders, mais qui n'ont pas la capacité de penser pour eux-mêmes, pour leur propre société. Souvent, la pensée est sous-traitée par rapport à la question du financement. Et donc, moi, je pense qu'en parcourant généralement l'Afrique, l'Afrique est un continent aujourd'hui qui doit nous permettre de rêver. On a un continent d'un potentiel, mais incommensurable. Moi, j'ai vu l'Afrique dans sa profondeur. C'est un continent qui a aujourd'hui tous les atouts pour tirer profit de cette mondialisation. Ce qui nous reste, et qui reste notre maillon faible, et qui nous conduit d'ailleurs à réfléchir sur l'action de la société civile, c'est notre organisation. Organisation. Aujourd'hui, si vous posez le débat sur l'organisation de la société civile, c'est que quelque part, le professeur l'a dit et M. Camara l'a dit, que la société civile malienne est en panne. Elle a perdu ce qui faisait son essence. C'est de cultiver, en fait, des positions équidistantes par rapport aux différents partis et également de faire la promotion des valeurs qui ont fondé ce pays. Parce que le Mali est fondé sur des valeurs. Ces valeurs sont en forte contradiction avec des valeurs qui viennent de France, des États-Unis, etc. Et nous devons faire de mieux de pouvoir les contrer. Sinon, nos jeunes, dans nos quartiers, dans nos villages, seront travestis et seront éduqués dans des valeurs qui ne feront pas la fierté de notre continent. Donc moi, je pense que c'est là où se trouve le réel problème. Et il a raison quand il évoque la question de la citoyenneté. La citoyenneté aujourd'hui, elle n'est pas très active
en Afrique. Aujourd'hui, le professeur l'a dit, si vous sortez d'ici, vous regardez le comportement du Malien moyen, vous savez que on a beaucoup plus d'habitants que de citoyens. C'est-à-dire les gens ne sont pas conscients du rôle individuel qu'ils doivent jouer dans la consolidation des acquis traditionnels et de préserver également le cadre de vie. On a des gens qui pensent que l'espace public est un espace qui n'est pas gouverné, qu'ils peuvent tout y faire, jeter leurs ordures, uriner. Et toutes ces actions agrégées renforcent nos positions de sous-développement tous les jours. Et c'est la raison pour laquelle les mouvements de société civile doivent user de la pédagogie dont le docteur Camara a dit tout à l'heure, c'est-à-dire d'être des fers de lance sur la réflexion par rapport à l'utilité sociale des citoyens. De ne pas toujours se mêler des affaires politiques, parce que la politique, effectivement, concerne le champ de la société civile. Mais aujourd'hui, les questions de propreté, des questions qui sont liées à l'apprentissage, à la formation, à l'éducation, à la santé, ce sont des questions aujourd'hui qui doivent être au devant de la scène par rapport au traitement des questions sociétales de notre société civile. Et aujourd'hui, elles ne s'activent que généralement sur des questions politiques parce que, étant souvent prébendiées par rapport à certaines obédiences politiques. Et ça, c'est ce qui fait aujourd'hui que nous sommes là à discuter de ces problèmes. Merci, Dr Diaye. Monsieur Camara, finalement, s'il y a nécessité d'avoir une nouvelle société civile, comment pourrions-nous l'avoir et à quel prix? Une question à vous deux. Après vous, Monsieur Camara, ce sera au professeur Ndiaye. La même question. Voilà, merci, Monsieur Dissa. En fait, il est extrêmement important que nous, les Africains, nous apprenions alors à compter sur nous-mêmes, quoi. C'est-à-dire que penser qu'il faille nécessairement passer par des organisations autres, c'est-à-dire internationales, ou des pays étrangers, ou des généreux donateurs de tel ou tel pays, pour pouvoir nous organiser, pour pouvoir nous mobiliser, pour pouvoir travailler dans le sens de notre propre intérêt, à la limite, c'est une insulte pour nous-mêmes, pour notre histoire et pour ce que nous devons représenter. Parce que là, en réalité, n'est-ce pas, quand la question que j'ai évoquée tantôt, en fait, il faut que nous arrivions, d'abord, nous apprenons à compter sur nous-mêmes, sur nos propres forces. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes dans la salle ici, et beaucoup d'autres jeunes qui nous écoutent. Hein. Il y en a parmi eux, n'est-ce pas, des diplômés, des gens qui ont Bac plus 4 et peut-être Bac plus 5. Mais leurs mairies sont gouvernées par des gens qui ont les CP, c'est-à-dire les certificats d'études primaires. Mais ils préfèrent rester à Bamako ici. Pourquoi? Parce que au village, il n'y a pas le robinet, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas les commodités de la ville. Donc au fond, c'est-à-dire si en réalité les gens sont formés juste pour travailler dans les bureaux, ou bien juste pour porter des costumes, ou bien juste pour parler correctement la langue de Molière, franchement, eh bien, c'est pas demain, n'est-ce pas, l'aube, hein, c'est pas demain qu'on va sortir la tête de l'eau. Donc il faut que, au-delà, n'est-ce pas, de la question de la citoyenneté à laquelle le professeur faisait allusion, il faut même faire ce que j'appellerais une reconversion des mentalités, quoi. Il faut reconvertir les mentalités, il faut que les gens comprennent qu'au fond, nous devons d'abord compter sur nous-mêmes. Quand on va à l'école, c'est pour apprendre, c'est pour être armé intellectuellement. Et quand on est armé intellectuellement, c'est pour faire face aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et faire face aux problèmes auxquels nous sommes confrontés, ce n'est pas fuir les problèmes qu'on a laissés derrière soi au village, mais c'est de retourner au village pour, en réalité, n'est-ce pas, sur la base de ce qu'on a appris, hein, en termes de savoir, en termes de savoir-faire, en termes de savoir-vivre, n'est-ce pas, alors être un levier, hein, une sorte de levier pour ceux qui sont restés là-bas. C'est la même chose pour beaucoup d'autres jeunes, hein, que nos pays, là, avec nos maigres ressources, n'est-ce pas, nous envoyons beaucoup de jeunes étudier en Europe, n'est-ce pas, aux États-Unis et ailleurs. Mais quand ils terminent les études là-bas, ils ne reviennent pas. Ils préfèrent rester là-bas parce que, n'est-ce pas, les conditions sont mieux adaptées, les salaires sont plus élevés, hein, le niveau de vie n'est pas le même. Et, n'est-ce pas, quand ils reviennent ici, c'est avec des belles voitures, des costumes, etc. C'est pour nous dire, ben, écoutez, le bonheur, c'est de l'autre côté. Et ce n'est pas surprenant que les gens, n'est-ce pas, essayent
au péril de leur vie, n'est-ce pas, de traverser le Sahara, de traverser la Méditerranée, pour aller en Europe parce qu'ils pensent que le bonheur c'est en Europe. Alors qu'au fond, ce bonheur-là, c'est-à-dire le paradis dont on rêve ailleurs, mais on peut le construire chez nous ici. Et ceux qui ont construit ce paradis-là, peut-être qu'ils ont, ce n'est même pas, c'est une évidence, ils l'ont construit à la sueur, n'est-ce pas, du front de leur population, mais c'est à nous aussi de construire notre paradis à la sueur de notre front. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, une deuxième chose que j'allais dire, hein, c'est qu'au fond, il faut qu'on fasse extrêmement attention quand on pense que la vie se résume à la politique, très sincèrement. Vous prenez un pays comme le Mali, l'agriculture, l'élevage, c'est des domaines extrêmement importants. Et regardez un peu, on a dit la famille, n'est-ce pas, le professeur Diagne l'a dit, la famille, elle est importante chez nous. Mais la famille a perdu son sens. Quand nous, on était jeunes, hein, n'est-ce pas, vous avez un oncle à Bamako ici, après l'hivernage, les céréales venaient du village pour alimenter les fonctionnaires qui sont à Bamako. Peut-être que les fonctionnaires qui sont là devraient payer l'impôt, n'est-ce pas, ou faire les dépenses pécuniaires, n'est-ce pas, pour les villageois. Mais aujourd'hui, la nourriture quitte Bamako pour aller au village. Vous imaginez un pays comme le Mali, qui a, n'est-ce pas, le soleil, qui a l'eau, qui a des, n'est-ce pas, des terres fertiles, des millions d'hectares. Mais, et dire que nous importons presque tout ce que nous mangeons. Donc, ça, c'est des questions, des défis. Alors, pour tout le monde, hein, n'est-ce pas, que ce soit pour le gouvernement, et disons pour les gouvernants, les hommes politiques, mais aussi, n'est-ce pas, pour la société civile et surtout particulièrement pour la jeunesse. Je terminerai, n'est-ce pas, en revenant à la question que M. Samake a posée, à savoir, hein, n'est-ce pas, l'irruption, hein, de certains leaders religieux sur la scène politique. En fait, moi, je pense qu'il faut, M. Samake, que les gens soient cohérents avec eux-mêmes. Nous sommes tous des religieux ici. Il y a certains qui sont chrétiens, d'autres sont musulmans, d'autres sont animistes. Et peut-être d'autres, n'est-ce pas, des gens qui ont d'autres religions. Maintenant, lorsque, en tant que musulman, je viens sur le terrain politique avec mes convictions musulmanes et je crée mon parti politique ou mon organisation politique de manière délibérée, consciente, pour aller à la conquête et à l'exercice du pouvoir, ça c'est mon plein droit. Tous les citoyens, n'est-ce pas, qui jouissent de leurs droits civiques, peuvent créer les organisations politiques qui leur permettent, n'est-ce pas, d'accéder au pouvoir et de l'exercer dans l'intérêt du peuple. Mais lorsque, en réalité, les gens, parce qu'il faut comprendre la compréhension que nos populations ont des religieux. Quand un imam parle, les gens, n'est-ce pas, à la limite, pensent que c'est Dieu lui-même qui a parlé. Parce que c'est les représentants du prophète quand même. Donc maintenant, quand on doit utiliser alors le manteau, n'est-ce pas, de l'imam, pour essayer d'amener les populations à aller dans un sens ou dans un autre, je pense que quelque part, il y a mal donne. Il y a mal donne. Donc, je suis entièrement d'accord avec la position du professeur Ndiaye sur cette question. Si les imams veulent devenir des leaders politiques, eh bien, qu'ils se défassent de leur manteau d'imam pour venir purement et simplement sur le terrain politique en tant qu'hommes politiques, et ils seront traités comme tels. C'est-à-dire qu'ils n'échapperont pas à la vulgarité, ils n'échapperont pas aux injures, ils n'échapperont pas, alors, n'est-ce pas, au fait que leur nom soit traîné dans la boue. On ne peut pas prétendre de venir sur le terrain politique et dire je suis imam, on doit me respecter, on doit pas se comporter de tel ou tel. Non, ce n'est pas possible. Donc en réalité, il faut qu'à ce niveau, les choses soient claires. Donc c'est vraiment un point, n'est-ce pas, qui me tenait à cœur et que, n'est-ce pas, je souhaitais en tout cas donner mon point de vue là-dessus. Merci Monsieur Camara, professeur Ndiaye. S'il y a nécessité d'avoir une nouvelle société civile, comment l'avoir et à quel prix? C'est indispensable à mon avis. La crise est telle au Mali que je peux dire que
toute la société est en cause. La survie même du pays est en cause. Moi, je pense qu'il y a un domaine assez important qui est essentiel. Je constate, par exemple, qu'il y a des acteurs politiques qui sont aujourd'hui venus sur le terrain de la politique, qui sont parfois leaders de partis politiques, qui n'ont aucune formation politique, qui ne savent même pas ce que c'est qu'un parti. Quand je regarde aussi même sur le terrain de l'activité syndicale, il y a des gens qui sont des leaders syndicaux qui ne savent pas ce que c'est qu'un syndicat, quel est le rôle d'un syndicat. De la même manière, il y a des gens qui se disent société civile qui ne savent pas ce que c'est qu'une société civile, etc. Donc, dans ce pays-là même, le Mali, nous avions connu pendant la Première République une école de formation des cadres pour les partis politiques. L'Union soudanaise RDA, à l'époque, avait son école. On formait les cadres pour le parti. Le syndicat avait une école. On formait des cadres pour le syndicat. Aujourd'hui, il n'y a rien. Des gens deviennent politiciens, syndicalistes, tout ce qu'ils veulent, sans être formés. Je pense qu'il faudrait revenir à ce BABA-là. Il est important, la formation est essentielle. Parce que si on n'a pas une bonne formation, M. Ndiaye parlait, le docteur Ndiaye parlait tout à l'heure de la vision. C'est fondamental au niveau d'une société civile. Une société civile doit être porteuse d'une vision. Or, ce n'est pas le cas. Donc, doit être capable de réfléchir sur les problèmes fondamentaux de sa société. Or, ce n'est pas le cas. Donc, la question de la formation est un passage obligé. Je pense que sur ce segment-là, on aura besoin d'investir, beaucoup investir, évidemment avec le concours de l'État. Même pour former le citoyen, pour avoir une bonne société, il faut avoir un citoyen. Le citoyen doit être formé. Qu'est-ce que la citoyenneté? Donc, c'est des questions importantes dont on ne voit pas l'intérêt aujourd'hui, mais qui expliquent pourquoi nous sommes dans la faillite aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a le défi, en tout cas, de notre génération. C'est d'arriver à faire émerger une nouvelle société civile. Je pense que c'est une question incontournable et essentielle. L'échec du modèle démocratique malien, pas seulement du modèle démocratique libéral d'une manière générale à l'échelle du monde entier, nous interpelle, font que nous sommes à la croisée des chemins. Donc, il est important, nous, en tant qu'Africains, qu'en tant que Maliens, de réfléchir qu'est-ce que nous pouvons faire, quel modèle de société, quel modèle de leadership, quel modèle de société civile nous devrions faire émerger. Donc, d'où la nécessité que moi je pose avec d'autres camarades. Nous sommes en train d'essayer de voir comment faire émerger aujourd'hui, dans le chaos qui est le nôtre, une nouvelle société pour reconstruire l'espoir dans notre pays. Merci, professeur Jaya. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous suivez l'émission politique, le débat d'Africable Télévision, qui ce soir porte sur le thème la société civile malienne en question, avec le professeur Issa Ndiaye, universitaire de la société civile malienne, auteur de, entre autres, Silence, on démocratise, Dr Suleiman Astou Ndiaye, docteur en sciences en économie, maître de conférence à l'université Alioune Diop du Sénégal, et M. Chekni Kamara, président Les Bâtisseurs. Alors, mesdames, messieurs, il ne nous reste plus qu'une dizaine de minutes voilà, pour tirer la conclusion. Alors, professeur, je commence par vous. Un dernier mot sur le dialogue national. Bon, quelques 3 minutes. Oui, le dialogue national vient de se terminer. C'était une belle opportunité pour les Maliens pour parler des problèmes de moi. Je suis de ceux qui étaient partisans de la nécessité de participer à ce dialogue. Je pense, et j'ai l'habitude de le dire, que ce pays est tellement en crise qu'il est essentiel que les Maliens puissent se parler. C'est quelque chose de fondamental. On ne peut pas résoudre les problèmes de ce pays-là sans se parler. Donc ce dialogue-là était indispensable. Il y a beaucoup de questions qui ont été évoquées. On a essayé un peu de parcourir les problèmes du pays, mais au terme de ce dialogue aujourd'hui, il y a quelques interrogations à mon niveau. Quelques interrogations, quand j'ai vu par exemple les résolutions, et parmi lesquelles s'est portée en premier lieu la question
du renouvellement du mandat de l'Assemblée nationale. On dit l'Assemblée est arrivée à terme, il faut renouveler son mandat. Je me pose la question en tant que société civile, est-ce la priorité aujourd'hui dans le pays? Je ne le pense pas. Est-ce qu'il faut faire des élections alors qu'il y a nécessité de revisiter toute la construction institutionnelle qui est par terre aujourd'hui? Est-ce qu'il faut faire des élections quand on voit le rôle négatif des partis politiques? Aujourd'hui, les citoyens ne croient plus aux partis politiques. Pourquoi s'engager encore dans des élections? Donc, ça m'amène à me poser un certain nombre de questions. Mais ayant un peu participé au dialogue, j'ai le sentiment que les politiques, encore une fois, ont réussi à nous imposer un agenda qui n'est pas l'agenda du peuple. Donc, ceci est très inquiétant. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui dans notre pays de rupture. La rupture est essentielle par rapport aux pratiques que nous avons connues, tant au niveau de l'État qu'au niveau des partis politiques, qu'au niveau de l'administration d'État, qu'au niveau des citoyens. Donc cette rupture-là est essentielle. Comment arriver à réaliser cette rupture-là si on n'a pas la volonté politique nécessaire? Je constate, dernier point aussi au niveau du dialogue, quand on a parlé du mécanisme de suivi, ça a été la bagarre généralisée. Tout le monde voulait faire partie. Chacun voulait entrer dans ce mécanisme de suivi. Donc à tel point que ça m'a amené à réfléchir, est-ce que nous avons mesuré l'ampleur de la tragédie qui est la nôtre aujourd'hui? Est-ce que nous mesurons, les Maliens mesurent à leur juste valeur la crise que nous traversons? J'ai le sentiment des fois que ce n'est pas le cas. Or, ce dialogue-là était une nécessité vraiment, était une chance pour rebondir. Le président actuel a une responsabilité historique. Je pense qu'il lui faut avoir le courage politique de rompre avec les pratiques qui sont les nôtres. Il aura forcément sur le dos même ses propres partisans. Mais l'histoire le jugera s'il ne prend pas son courage à deux mains pour vraiment donner le signal fort du changement dans ce pays. Je pense que l'attente est énorme au niveau des citoyens. Et en ce qui concerne la dénonciation des injustices, de la corruption, on a le sentiment, quand on lit les résolutions, que cela a disparu dans la trappe. Donc, il y a des questions qui sont essentielles dans ce pays-là, qui ont été évoquées pendant ce dialogue-là, mais qui ne sont pas traduites. Donc, en termes de résolution, il est important que le pouvoir public prenne la juste mesure des défis qui sont les nôtres aujourd'hui et prennent le taureau par les cornes. Merci, professeur Ndiaye. Docteur Ndiaye, ouais. Sur le dialogue national, c'est vrai, vous n'êtes pas malien, mais vous êtes au Mali, vous revenez au Mali chaque année. Alors, oui, il est heureux de constater qu'au Mali, il y a un dialogue national. Ça, c'est toujours souhaitable que de résoudre les problèmes par les armes. Et je crois que le Mali a besoin pour la stabilité, que ses enfants se parlent, mais que ça soit un dialogue franc, dans lequel en fait les positions exprimées par les différentes parties sont prises en compte, et que également l'opérationnalité des mesures qui sortent du dialogue puisse être assurée, parce que ça ne sert à rien en fait de se voir, de discuter, etc., et que toutes les résolutions qui seront prises restent des lettres mortes dans les tiroirs de certaines institutions. Ça également, je crois que c'est à éviter. Et de dire que la construction d'un pays se fait à travers des contradictions. Tous les pays qui marchent ont connu ces contradictions. Des pays ont douté de leur trajectoire, se sont confrontés à des guerres. Ce n'est pas en fait la négation de l'histoire de l'humanité. Tous les pays comme la France, les États-Unis, à de nombreux pays, nous au Sénégal, on a connu ça. Donc c'est dans la marche des États. Mais ce qui fait la grandeur d'un pays comme le Mali, qui a connu à travers l'histoire des illustres personnalités comme Samori Touré, qui est un leader plus que continental, mais planétaire, on espère que les Maliens auront l'intelligence collective et individuelle d'ériger comme substrat le patriotisme pour permettre à ce que le Mali ne sombre pas dans la crise. Parce qu'aujourd'hui,
personne n'a intérêt à ce que le Mali sombre. Nous, au Sénégal, notre premier partenaire économique, c'est le Mali. Donc les Sénégalais ont intérêt à ce que le Mali se relève et marche debout pour que nous puissions continuer notre trajectoire commune et développer en fait ensemble tous les projets de société qui lient nos pays depuis des siècles. Pour dire que j'ai foi dans le dialogue, mais que les éléments qui sont discutés puissent être opérationnalisés en faveur d'une bonne marche du pays. Et un dernier mot toujours à l'endroit de la société civile malienne. Alors, à l'endroit de la société civile, je crois qu'aujourd'hui, je l'ai dit, moi je reste optimiste. Je reste optimiste pour la société civile, même si les problèmes ne manquent pas. Mais sur les grandes questions de société, j'ai vu que le curseur est bien marqué par rapport aux différentes valeurs qui veulent aujourd'hui dénaturer notre tradition. Avec nous au Sénégal, la question se pose. Quand Barack Obama est venu au Sénégal, je crois que c'était en 2012 ou en 2013, il faisait l'apologie de l'homosexualité. Mais les Sénégalais lui ont clairement dit que l'homosexualité, ce n'est pas une de nos valeurs. D'accord? Alors, ils sont passés par des organisations de la société civile pour porter le message, pour pénétrer les masses. Et également, on a senti un certain rejet de la société sénégalaise qui montre dans son ensemble que ces valeurs ne sont pas les nôtres, ne peuvent pas prospérer chez nous. C'est les mêmes valeurs aujourd'hui comme l'interruption volontaire de grossesse ou des valeurs qui sont anti-religieux ou autres. Donc, moi je pense que si on arrive à résoudre la question du financement et que l'État également commence à accompagner la société civile dans la formation du leadership pour qu'on puisse avoir des leaders de la société civile qui sont bien formés et qui comprennent les enjeux et les grandes questions de nos sociétés. Je crois que c'est un début pour pouvoir amorcer le vrai rôle de la société civile dans nos pays. Merci, Dr Diaye. Merci beaucoup. Alors, M. Camara, un dernier mot sur le dialogue. Bon, je crois que j'ai l'habitude de le dire sur ce plateau ici. Même dans un pays normal, il est toujours bon de dialoguer, de discuter. Parce que, comme le docteur Diagne l'a dit, la vie d'une nation, d'un pays, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a toujours des contradictions, il y a toujours des divergences, même dans une famille. Mais à chaque fois que vous discutez, vous arriverez en tout cas à trouver un point de synthèse qui permettra de faire avancer les choses. Donc on avait beaucoup de Maliens étaient plus ou moins sceptiques, n'est-ce pas, par rapport à ces dialogues-là, quand ça a été annoncé. Mais je pense que nous avons quand même remarqué avec bonheur que beaucoup d'acteurs, n'est-ce pas, sont venus. Ils ont objectivement donné leur point de vue sur la situation réelle du pays, même s'il faut regretter l'absence, n'est-ce pas, de l'opposition, en tout cas d'une partie de l'opposition. Mais les points de vue qui ont été avancés en toute objectivité, en toute sincérité, pour nous, c'est des idées patriotiques. La participation alors des ex-rebelles à ce dialogue-là, les prises de position qui ont été effectuées, sont de nature à rassurer. Mais il est important quand même que les gens ne se contentent pas seulement de faire des beaux discours pour gagner la sympathie, n'est-ce pas, des masses, pour se faire applaudir. Il faut que ceux qui viennent, n'est-ce pas, de la bouche, soit une conviction, n'est-ce pas, du cœur, et que les actions qui suivent traduisent véritablement ce qui a été dit. Et nous sommes dans une société où les gens accordent beaucoup d'importance à la parole. La parole d'honneur, pour nous, c'est quelque chose de sacré. Et je pense qu'au sortir de ces dialogues-là, alors les différents acteurs vont de bonne foi mettre en œuvre, n'est-ce pas, toutes les idées géniales, patriotiques, n'est-ce pas, qui ont été développées, et que ce dialogue-là sera en tout cas un point de départ pour un nouveau Mali, un Mali de paix, de sérénité, de prospérité. Merci. Toute chose que, n'est-ce pas, notre pays, notre jeunesse particulièrement, est en droit d'espérer.
Merci, Monsieur Camara. Société civile malienne en question, mesdames, messieurs, était notre thème ce soir. Nous saluons la présence des foulards rouges avec nous ce soir. Vous pouvez vraiment vous applaudir. Nous saluons votre président, Monsieur Djibril Diallo, Monsieur Iboussi, Monsieur Ibe Keita. Mesdames, messieurs, vous qui nous suivez aussi, nous vous remercions infiniment. Et je vous rappelle juste que nous étions ce soir pour en parler avec le professeur Issa Ndiaye, universitaire de la société civile malienne, auteur de, entre autres, Silence, on démocratise, Dr Souleymane Astou Ndiaye, docteur en sciences en économie, maître de conférence à l'université Alioune Diop du Sénégal. Monsieur Chekne Camara était notre troisième invité. Il est le président de la plateforme citoyenne Les Bâtisseurs. Messieurs, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Quant à vous, mesdames, messieurs, une fois de plus, merci de rester fidèles au programme d'Africa Télévision. Nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour une autre émission politique, les débats. Portez-vous bien et passez une excellente semaine de travail. Au revoir.